Sur le radar podcast, épisode 3. Bonjour et bienvenue au troisième épisode de Sur le radar podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter de deux films qui ont été recommandés par mon frère Maxime. Les films sont Killing Them Softly et Booksmart. Aussi, en début d'épisode, on va parler un petit peu de ce qu'on a écouté cette semaine. Si on a vu des nouveaux ajouts sur les différentes plateformes de streaming qu'on pourrait vous recommander. Puis ensuite, on va terminer le podcast en vous faisant nos nouvelles suggestions de films qu'on va discuter à la semaine prochaine. Donc, je vais commencer. Karine, comment ça va cette semaine? Ah, ça va super bien. Écoute, j'ai écouté les films, j'ai été productive. Toi? Oui, ça va bien. Une bonne semaine. Comme tu dis, été productif aussi, travaillé sur le podcast. Et j'ai écouté un peu de télé, des épisodes de Blue Bloods, une série que ça fait longtemps que j'écoute avec Tom Selleck. J'écoute ça avec ma femme en soupant le soir, on écoute un épisode. Ça passe bien, là. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est bon, c'est relax. Tom Ouais. Selleck, n'importe quel avec Tom Selleck, moi je suis vendu. Si je me trompe pas, ça se passe à Toronto? Non, ça se passe à New York. Ok, c'est des Puis, policiers, hein? ouais, c'est ça, Tom Selleck, c'est le chef de police de New York. Puis, tous ses enfants travaillent dans la police aussi. Ok, c'est pour ça que ça s'appelle Blue Bloods. Ouais, exact. Ah, c'est bon. Parlant de séries télé, moi justement, j'avais le goût de parler d'une série cette semaine. Est-ce que t'as écouté Preacher sur AMC? Tu m'en avais déjà parlé, j'ai essayé, mais je trouvais ça trop cheesy, là, après 3 épisodes. J'ai fait, ah non, c'est pas pour moi, puis je l'ai arrêté. Ah ouais, moi honnêtement, j'ai vraiment aimé ça, puis je pense que tu devrais peut-être lui donner une deuxième chance parce que honnêtement, la saison 1, c'est la moins bonne. Il y en a 4 de sortie, moi j'en ai vu 3. La quatrième, j'attends qu'elle soit disponible sur Amazon Prime pour l'écouter. Je les ai réécoutées récemment, puis moi j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, en plus, l'autre jour, tu m'as dit que t'avais aimé The Boys. Oui, The Boys, j'ai adoré The Boys. Ok, mais The Boys puis Preacher, les deux, c'est des comic books de Garth Ennis. Donc, Preacher, ça a pas mal le même ton. Tu sais, c'est vraiment de l'humour noir, c'est très satirique. Sauf que dans le fond, c'est plus avec un côté religieux qu'avec un côté super-héros. Fait que d'après moi, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de choses similaires à The Boys qui, je pense que ça ferait que t'aimerais Preacher. Fait que je te dirais, honnêtement, tu devrais lui donner une deuxième chance. Ok. Juste faire un petit topo sur The Boys, les gens qui connaissent pas la série, là, si vous avez une fatigue là, des super-héros, films de super-héros, séries de super-héros, ces trucs-là, The Boys, moi j'ai adoré. Là, je savais pas que j'avais besoin de cette série-là avant de l'écouter. Et ça traite, justement, c'est tous des super-héros, mais c'est satirique, c'est humour noir. Les super-héros, c'est tous des proches. Ils sont tous corrompus. Une corporation en arrière de eux qui les met de l'avant, puis qui font du marketing avec les super-héros, puis ont réussi à rentabiliser ça. Puis c'est toutes des personnes qui ont été corrompues là, du début à la fin. Puis non, c'est vraiment bon. The Boys, je le recommande, avec Carl Urban, qui était mis en vedette dans notre film la semaine dernière, Dread. Ouais, je l'aime bien, Carl Urban, honnêtement. Puis, tu sais, Preacher, c'est avec Dominic Cooper aussi. Il a fait une couple de films cheesy comme Mamma Mia, puis il faisait aussi le Nemesis dans Need for Speed. Mais honnêtement, il est très bon là-dedans. Pour de vrai, moi j'ai lu les comic books aussi de Preacher, je les ai à la maison. C'est vraiment bien adapté. C'est très différent. Plus la série avance, plus ça rejoint les comic books, mais au début c'est très différent. Mais je pense qu'ils ont fait les bons choix pour une adaptation, justement. Ils ont changé les personnages, ils ont changé les storylines, surtout le personnage de Tulip. Honnêtement, si tu me donnes le choix entre la version du comic book ou la version de la TV, je vais prendre TV anytime. Ah, c'est bon à savoir. Fait, on a deux bonnes recommandations. The Boys, vous pouvez l'écouter sur Amazon, sur Prime Video, est disponible la saison 1. Saison 2 devrait sortir quelque part en 2020, je ne sais pas exactement de quel mois. Là. Ouais, puis même chose Amazon Prime pour Preacher. 3 premières saisons disponibles, la quatrième elle s'en vient. Ils l'ont mis dessus, mais c'est pas encore disponible. Mais ils ont mis le thumbnail avec les épisodes. Donc ça va sortir bientôt. Ouais, j'ai vraiment hâte. En plus, la quatrième saison, c'est la dernière. J'aime ça quand il n'y a pas trop de saisons. On n'a pas le temps de s'écœurer ou ça n'a pas le temps de devenir médiocre. Non, c'est vrai. Puis aussi, si on prévu que la série soit à 4 saisons, puis il termine dans le temps, puis il continue pas, donc il était pas la sauce. Puis en plus, l'émission a pas été cancellée, donc on finit pas avec une fin en queue de poisson. Non, c'est ça, exactement. Fait que j'ai bien hâte de voir la conclusion. Parfait. On pourrait embarquer avec notre première recommandation de film de cette semaine. Booksmart, un film de 2019 réalisé par Olivia Wilde, qui était son premier long métrage. Elle a déjà fait 2 ou 3 courts métrages avant ça, mais c'était son premier feature film. Elle travaille présentement sur son deuxième, Don't Worry Darling. Il est en pré-production en ce moment, on connaît pas trop les détails, mais j'ai hâte de voir. Parce qu'elle a fait un excellent travail pour Booksmart. Le film met en vedette Caitlin Dever dans le rôle de Amy et Beanie Feldstein dans le rôle de Molly.
Donc, en résumé, le film, c'est Amy et Molly qui sont deux amis qui ont décidé de mettre de côté leur vie sociale pendant le secondaire pour leur succès dans leurs études. Puis ils se rendent compte qu'ils ont peut-être passé à côté de leur adolescence. Ils vont décider de se reprendre tout leur secondaire, tous les soirs qui sont pas sortis, ils vont se reprendre en une soirée épique. Karine, je vais te laisser commenter. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Ouais, ben personnellement, j'ai bien aimé ça, honnêtement. Je trouvais que c'est un film qui avait beaucoup de points forts. J'ai quelques petits points faibles à noter, mais je trouve que c'est vraiment solide, surtout pour un premier long métrage. Je pense qu'Olivia Wilde, elle montre qu'elle a beaucoup de talent derrière la caméra, pas juste devant. J'ai bien hâte de voir justement ce que la vie nous réserve avec elle. Et toi, Maxime, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai adoré le film. Honnêtement, je pensais pas rire fort aussi souvent que je l'ai fait dans le film, honnêtement. Parce que les comédies, souvent, c'est pas trop mon genre. J'ai adoré ça. J'ai quelques points faibles, là, mais j'ai trouvé que c'était rafraîchissant comme film. Parfait. Pour moi, dans mes points forts, premièrement, j'avais les acteurs. J'ai trouvé que tout le monde était vraiment bon. Tout le monde était aussi bien casté. T'sais. Je trouvais que c'est une gang d'adolescents, puis il y avait l'air des adolescents. C'était pas comme, mettons, Riverdale, où que tout le monde a genre 26 ans, puis ils disent qu'ils ont 17 ans. Là. Je trouvais que les gens, ils avaient vraiment l'air de gens qui sont au secondaire, puis personne n'avait l'air d'un top modèle non plus. Ils ont vraiment l'air de deux filles ordinaires qui vont à l'école. Ouais, moi aussi, les performances, là, c'est vraiment mes gros points forts du film. Puis comme tu dis aussi, les gens étaient bien castés, là. Il y avait pas personne qui sortait du lot, qui disait, t'as vraiment pas l'air d'un étudiant du secondaire. Ton exemple de Riverdale, c'est parfait, là. On dirait que les acteurs ont tous comme 32 ans là-dedans, mais ils sont trop secondaires. Pas super crédible, là, mais pour ce film-là, c'est vraiment parfait. L'actrice qui jouait le rôle de Molly, Beanie Feldstein, ça a vraiment été mon coup de cœur dans ce film-là. Là. Je l'ai trouvé excellente. Là. Elle a pas eu peur d'amener sa performance puis de pousser les scènes qui étaient ridicules au maximum, sans gêne. Puis ça a apporté vraiment beaucoup au film. Un exemple, c'est où le film commence, puis ils se mettent à danser là, sur le gazon en avant de la maison. Là. Aucune gêne, là, puis ils se laissent aller, ils se lâchent loose, puis j'ai trouvé ça. Ouais, puis honnêtement, c'est le genre d'affaires comme Awkward que je faisais avec mes amis quand j'avais cet âge-là aussi. Là. Je trouve qu'ils ont bien réussi à capturer ça. Tu sais, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'au début, quand ils se mettent à danser, il y a de la musique, puis ils coupent la musique, puis là, ils sont juste en train de danser, pas de musique, puis c'est comme super awkward, mais j'étais comme, oh mon dieu, tu sais, I've been there, là. Je sais pas pour toi, là. Ah ouais. Non, mais moi aussi, j'aimais ça qui coupe la musique parce que avec la musique dans le film, ça fait vraiment un film. T'sais, on se dit, c'est un film, les deux filles dansent avec la musique, mais dans la vraie vie, il n'y en a pas de musique. Si toi, t'étais quelqu'un sur le trottoir au bord de la rue, puis tu regardais ça, tu ferais, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont bien l'air débiles. Ouais, pis c'est vraiment l'expérience que j'ai eue en regardant le film. J'ai fait, j'ai trouvé ça drôle, un bon clin d'œil. On va enlever le moment film du film. Ben ça, j'ai trouvé ça bon. Ouais, non, moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai aussi aimé l'espèce d'ambiance chaotique qu'il y avait dans les scènes quand ils sont à l'école. Parce que quand t'es à l'école, justement, il y a toujours comme plein de monde partout, des petites gangs qui sont tous en train de faire de quoi. Tu sais, un moment donné, ils sont comme en dehors, en train de manger leur lunch dans le cours d'école. Puis, tu sais, il y a comme plein de monde, il y a plein d'extras en background qui font plein de niaiseries. Il y a du monde qui passe devant la caméra aussi, des fois. Puis j'ai trouvé que ça représentait vraiment bien l'ambiance chaotique qu'il y a dans une école. Ouais, ben ça apportait l'école à la vie, puis de façon réaliste aussi. C'était pas rester là comme des mannequins puis bouger pas. Mhm. C'est vrai, c'est le dynamisme que j'ai aimé dans le film. C'est aussi, c'était un de mes points forts, là. Le rythme est tout tenu, il n'y a pas de longueur, il se passe tout le temps quelque chose. Il n'y a pas vraiment de moment où ça tombe à l'abandon, l'histoire, où on a un moment plus sobre, exemple. Non, ça arrête pas, ça commence, le film part. Un coup qui est parti, là, le film déroule super vite, ça coule bien. Et j'ai fini le film, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure que je l'avais commencé. C'est vrai, ça passe vraiment vite. Et moi, j'ai aussi aimé, par rapport au rythme, toute la trame sonore. Il y avait beaucoup de musique, des chansons, là, comme du license music, mais je trouvais que ça fitait bien, puis ça fit bien aussi avec les personnages, l'époque. Tu te dis, ça correspond un peu à leur personnalité, c'est probablement le même genre de musique qu'ils écoutent. Puis j'ai trouvé que ça rendait le film vraiment dynamique. T'as raison, puis j'ai aimé ça aussi parce que les personnages, il y avait beaucoup de profondeur. Le film, au début, ne laissait pas croire que les personnages secondaires allaient avoir de la profondeur. Souvent, on voit des histoires comme ça dans des écoles secondaires où nos protagonistes prennent tout le devant, prennent tout le temps de l'écran. C'est juste comme des antagonistes qui vont proposer des embûches sur le chemin des personnages principaux, mais là, c'était pas le cas. Le film t'enlignait pour ça au début.
On les voit à l'école, on voit les deux filles qui sont un petit peu outcast, qui sont toujours les deux ensemble, puis on voit les groupes de gens cool, qui sont tout le temps sur le party, puis on se dit, ah, ils doivent pas être bons parce qu'ils sont tout le temps sur le party, tu sais, c'est des knuckleheads, là, pis ils sont débiles. Finalement, on apprend que, ben non, tu sais, tous ces gens-là, ils ont réussi à rentrer dans des bonnes universités. C'est là que nos protagonistes, ils ont un flash, tu sais, on pensait qu'on était meilleur que tout le monde, puis on se voyait au-dessus d'eux autres, mais finalement, c'est nous autres qui avons manqué notre coup, là. On n'a pas trippé, on n'a pas eu de fun, on a juste été à l'école tout le temps, mais eux autres, ils ont réussi à faire les deux. À soir, on se reprend. Puis Ouais. après ça, là, on va apprendre à connaître plus les autres personnages. Tu sais, chaque personne qu'on a vu au début dans l'école, on s'est dit, ah, c'était des jerks. Mais finalement, on apprend à les connaître plus, on comprend leur motivation. C'est là qu'on voit que chaque personne a une personnalité différente, puis agissent d'une telle façon à cause de leur expérience. C'est vrai, Ça, j'ai vraiment aimé ça. on apprend tout à les connaître un peu comme les personnages secondaires. Justement, on apprend tout à les connaître un peu, puis ils ont toutes leur personnalité, leurs embûches. Surtout la fille qui appelle Triple A, là. Je trouve qu'elle Ouais. elle a un bel arc, justement, vers la fin. Même la fille aussi qui est comme ultra méchante. Ouais, non, Tu c'est sais, vrai. je trouve qu'ils ont bien ramené ces personnages-là. C'était bien Moi, c'est écrit. ça que j'ai trouvé rafraîchissant du film, c'est que ça sortait de la formule traditionnelle des films de coming of age, là, d'étudiants au secondaire. Il y avait des jokes aussi que, tu sais, tu te dis, ah, tu sais, ce film-là, il est sur un autre niveau, mais il y avait des jokes qui étaient vraiment ultra stupides aussi. C'est vrai, il y a des jokes qui étaient dans ta face, là. Mais la profondeur du film était là, c'est qu'il n'y avait pas de méchant dans le film. Il n'y avait pas genre un jock là, qui les écœurait, tout. Même si au début ça avait l'air de ça, à la fin du film, c'était vraiment pas ça. Ouais, C'était non, vraiment une histoire d'acceptation dans le fond, là. Puis c'est ce que j'ai aimé, ça m'a fait changement. ouais, Les histoires effectivement, de non, film. t'as raison. J'ai aimé ça. Même si, mettons, ils sont comme un peu outcasts au début, comme tu dis, ils sont pas, mettons, des rejects, là. Tu sais, c'est juste eux, ils se tiennent ensemble, puis that's it. Quand elle va au party, il y a une des autres filles, elle dit à l'autre, j'ai toujours voulu que tu viennes chiller avec nous autres les week-ends. Je trouve que c'est un peu aussi comme au secondaire. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est tes ennemis, c'est pas tout le monde qui est tes amis, il y a bien du monde qui tombe entre les deux, là. Non, c'est ça. Puis ce que j'ai aimé du film aussi, c'est que c'est pas comme tous les autres films où c'est ça, les bullies c'était vraiment des gros méchants. Puis tout, tu sais, c'est qu'il y a des gens quand ils cherchent à aller au party de Nick, quand ils arrivent finalement au party de Nick, tout le monde les voit, puis y a personne qui sont comme ah wesh, qu'est-ce que vous faites là? Ils sont tous surpris puis sont contents de les voir. Là. Ah, on pensait jamais que vous alliez venir. Non, c'est ça. Ça, Mais, j'ai trouvé cet aspect-là, que c'était vraiment rafraîchissant. ouais, mais j'ai trouvé ça plus réaliste aussi. Là. Tu sais, s'il était arrivé là, puis il s'était fait pitcher des œufs puis du sang de cochon comme dans Carrie, ça n'aurait pas marché. Non, mais c'est ça, exactement. C'est plus représentatif de la société dans laquelle on vit, hein. Fait que mon appréciation est vraiment bonne du film. Là. J'ai quelques petits points négatifs, là, tu vas en avoir aussi, je vais te laisser y aller. Ouais, moi j'ai remarqué, je sais pas pour toi, mais au niveau du montage puis du editing, j'ai remarqué qu'il y avait des coupes que c'était un peu rough. Il y avait plusieurs faux raccords, que tu voyais que c'était plusieurs prises différentes. Quand le plan il change, mettons, ils sont en conversation, la tête est pas tournée du même bord. C'était pas fluide à 100%, je sais pas pour toi, là. Ouais, ça j'ai remarqué, mais en même temps, je portais pas super attention à tous ces aspects techniques-là non plus. Là. J'avais trop de fun à regarder le film, ça m'a comme fait oublier Mhm. ces petits détails-là. Mais c'est vrai que quelquefois j'ai remarqué. Ouais, c'est ça. Ça m'a pas dérangé, mais j'ai remarqué. Tu sais, des fois, j'écoute un film et je le remarque pas. Mais c'est, tu sais, Il y a un misstep ici, un misstep là. ouais, c'est ça. Comme qu'on disait, c'est un premier long métrage, puis honnêtement, ça enlève pas toutes les autres qualités que le film a. Mon deuxième point négatif aussi, on aurait dit que toutes les idées qu'elle avait, elle a essayé de toutes les mettre dans le même film. Tu sais, par exemple, un moment donné, il y a une scène que c'est comme en animation, là. Oui. J'ai trouvé ça drôle, sauf qu'en même temps, c'était peut-être pas nécessaire. J'avais l'impression qu'elle l'a mis parce que ça faisait longtemps qu'elle voulait faire une scène en step motion. Ouais, non, t'as raison avec les poupées Barbie. Là. Mhm. Je l'ai aimé la scène, mais j'ai trouvé qu'il y a une scène dans tout le film qui a duré un petit peu trop longtemps, c'est peut-être celle-là. Ouais, moi aussi, c'est exactement ça. Tu Ouais. sais, j'étais comme, ah, ok, je comprends. C'est drôle, mais c'était peut-être pas nécessaire, puis c'était un petit peu trop long. Ouais, c'est ça. Rendu à la moitié de la scène environ, je me suis dit, ok, c'est beau, we get it. Là, on peut Ouais, changer un autre. il aurait pu l'abréger un peu, hein. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, il y a une scène que j'ai vraiment aimée, par contre, que au début, j'étais là, ah, ok, ça s'en vient un peu trop long, puis finalement, j'ai fait, ah, non, ça, c'était vraiment bon. La scène où ce que Amy, elle saute dans la piscine avec la fille Ryan, je vais pas trop en dire, tu sais, elle nage sous l'eau. Ouais. Un moment donné, dans cette scène-là, j'étais comme, ok, c'est trop long, je comprends, mais tu sais, le ton, il change vraiment, puis c'était pas fait une rupture de ton, ça l'a vraiment bien coulé. Finalement, j'ai fait, oh non, je l'aime cette scène-là. Je sais pas pour toi, là.
Ouais, non, moi je l'ai aimé tout de suite la scène. C'est dans le fond, tu sais, elle arrive au party, elle est pas certaine, elle a de l'anxiété. Puis on dirait que tout ça s'en va la seconde quand ça va dans l'eau. La façon dont c'est exécuté, j'ai apprécié. Ouais, j'ai bien aimé ça. Au début, je trouvais qu'il y avait des personnages qui étaient un peu too much, là, tu sais, comme le gars qui aime vraiment le théâtre, puis le gars qui est riche. J'ai pris une note que j'ai écrit ces personnages-là sont vraiment too much, mais rendu à la fin du film, ça me dérangeait plus parce que justement, comme tu disais, les personnages ils ont comme une rédemption, puis on apprend à les connaître, mais pendant un petit bout, ils me tapent un peu sur les nerfs. Ouais, le gars super riche. Moi aussi au début, j'étais comme je suis pas certain de lui, tu sais, mais plus le film avançait, plus on apprenait à le connaître. Puis finalement, il m'a gagné, là. À la fin du film, il me dérangeait plus. Ouais. Moi, par contre, un de mes points faibles du film, ça serait peut-être sa meilleure amie à ce personnage de Gigi. Ouais. Je trouvais qu'elle était un peu too much. C'était drôle quand elle apparaissait partout où que les deux protagonistes allaient, puis elle était tout le temps là avant eux autres, puis personne comprenait pourquoi. Puis ce que j'aimais de tout, c'est qu'il y a une scène, elle saute dans l'eau, après ça, elle arrive à un autre party quand les deux filles arrivent un petit peu plus tard. Premièrement, comment elle a fait pour se rendre là, puis pourquoi elle est sec, pourquoi elle est pas encore mouillée, puis les deux filles la regardent, sont comme, ben là, comment ça se fait que t'es sec? Que ça se peut pas, ça marche pas. Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'était comme un clin d'œil à tous les autres types de films où il y a des anachronismes comme ça dans le film. Ouais, non, non, c'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé drôle, mais oui, ce personnage-là, il était vraiment un peu too much. Ouais, puis c'est la seule qu'on n'a pas vraiment appris à super connaître non plus. On l'a plus connu par l'entremise de son meilleur ami. Là. Je pense que c'était Jared. Jared, ouais. Non, à un moment donné, je trouvais que c'était peut-être un peu drôle. Un autre aspect aussi que j'ai peut-être un petit peu moins apprécié, mais là, c'est un décalage de génération, je pense. Je suis rendu à 32 ans, puis des fois, au début, dans le film, je me disais, ah, je suis rendu vieux, hein. J'écoutais des jeunes, ils ont quoi, 16, 17 ans, 18 ans, puis il y a des insights de culture de jeunes de 17-18 ans que j'ai peut-être pas tout compris, là. C'est peut-être plus justement au niveau de notre perception qu'une faiblesse. Là. Non, c'est ça, mais c'est pas vraiment une faiblesse, c'est juste que moi j'écoutais le film, puis par moments je me sentais un petit peu déconnecté là, de la génération, mais en même temps, les jeunes qui ont dans début vingtaine, ils vont écouter ce film-là, ils vont tout comprendre, ils vont trouver ça excellent. Effectivement, c'est très moderne. Justement, moi, je trouvais ça drôle de voir à quel point ça l'a changé quand, mettons, toi puis moi, on a fini le secondaire versus aujourd'hui, ce que c'est. Mais d'un sens, ça change pas non plus. Ça reste que les gens, ils se sont en petite gang, puis ils font leurs affaires. Les autres, ils ont des préjugés sur les autres, tu sais. Fait que ça change, mais ça change pas aussi en même temps. Non, le cœur reste le même, mais l'enveloppe change. C'est ça, exactement. Pour moi, si j'avais à y donner une note, là, ce serait un solide 4.5 sur 5. Là. Ouais, Un bon 90%. Là, je dirais que ça faisait longtemps que j'avais pas ri fort comme ça. Si ouais. j'avais à donner un comparatif, ça serait peut-être Superbad de son époque. Ouais, effectivement. Mais justement, Superbad, c'est sorti il y a peut-être justement une dizaine d'années, puis c'est plus représentatif de notre époque. Mais aussi, un autre comparatif qui est bon avec Superbad, c'est le personnage de Molly m'a vraiment fait penser au personnage de Jonah Hill dans le film. Mais moi, je trouve qu'elle ressemble à Jonah Hill. Tu sais, c'est Ouais, comme, c'est vrai. Physiquement, elle ressemble aussi, là, la face, les mêmes expressions faciales oui, surtout. Là. moi j'ai remarqué, quand je la regardais dans le film, je me disais, mon Dieu, c'est comme female Jonah Hill. Ouais, mais elle l'avait, c'était excellent. Elle était excellente. Tous Ouais, les acteurs étaient vraiment bons. moi je l'ai trouvé vraiment bonne. Solide recommandation. Ouais, moi aussi, moi je vois qu'un 8 sur 10. Parfait. Ça va conclure la discussion pour Booksmart. Donc, on vous le recommande fortement. Disponible sur Prime Video en ce moment. On va continuer le podcast avec notre critique de notre deuxième film qui était recommandé par moi cette fois. Killing Them Softly est réalisé en 2012 par Andrew Dominic. Si le nom vous dit rien, ça se peut fort bien. Il est pas très très actif, là, mais un de ses premiers films avait été The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Le film met en vedette Brad Pitt, comme son ancien film. C'est la deuxième collaboration réalisateur-acteur. Le film met aussi en vedette James Gandolfini, qui jouait Tony Soprano dans la série Soprano. Ben Mendelsohn, qu'on a pu voir dans The Outsider, présentement disponible sur Crave, et dans Captain Marvel. Donc en résumé, on a 3 personnes qui vont organiser le vol d'une carte entre criminels. Suite au vol, Jackie, qui est joué par Brad Pitt, est engagé pour trouver les responsables. Et avec le titre du film, je vous laisse deviner ce qu'il doit faire avec. Donc, Karine, ton appréciation générale du film? Honnêtement, j'ai bien aimé ça. C'est un film qui est vraiment différent de la majorité des films qu'on est habitué de voir. C'est un suspense, mais c'est aussi dramatique en même temps. C'est le genre de film qu'il faut vraiment que tu l'écoutes puis tu te concentres. C'est beaucoup axé sur les conversations entre les personnages. Il y a de l'action, mais ça prend vraiment son temps. Mais je pense que ça va être un film qui va gagner à être revu à cause du sous-texte politique en arrière.
Ouais, toi, je pense que c'était ta première fois que tu voyais le film. Ouais, c'est mon premier visionnement. Ouais, moi, c'était mon troisième. Pour un troisième visionnement, je l'ai autant apprécié que les deux premières fois, je te dis. Peut-être même un petit peu plus, parce que justement, il y a moins d'éléments de surprise, puis j'ai plus d'éléments. Je suis moins focusé sur l'histoire principale, puis plus focusé sur le sous-texte. Donc, c'est un film qui gagne à être écouté souvent. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de discours politiques sur une télévision qui est dans le fond, mais c'est ça qui passe vraiment le message du film. Exact. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié le film. J'ai aimé le rythme qui était plus lent. Après avoir vu que le réalisateur avait aussi réalisé The Assassination of Jesse James by the Howard Robert Ford, j'ai fait tout de suite le lien entre les deux films. Assassination of Jesse James, c'était un film qui était lent, qui prenait son temps, qui était centré sur les personnages. J'ai vraiment remarqué beaucoup de similitudes entre les deux. Le film gagne à avoir un rythme plus lent. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense que oui. Même si le rythme est lent, ça change pas le fait que la tension est vraiment élevée. Tu sens que justement, les enjeux de chaque personnage restent quand même élevés, même s'ils sont là assis en train de discuter. Non, c'est ça. Aussi, ce que j'ai aimé du film, c'est l'aspect un peu plus corporatif aux criminels dans le film. C'était original comme take sur une organisation criminelle là, qui a le côté administratif là, avec le conducteur de la Lexus que Brad Pitt allait rencontrer là, pour ses différents contrats. Mhm. Mais ça reste que le crime organisé, c'est comme une organisation. Il faut que ça soit géré comme une business, je veux pas, là. C'est exactement ça. C'est géré comme une business. Le début du film, pour moi, c'est peut-être l'aspect que j'ai le moins aimé. En fait, Donc, pour moi, le majeur point faible là, du film, ce serait le premier 30 minutes. jusqu'à l'introduction de Brad Pitt, dans le fond. Hein. Ouais, Brad Pitt arrive à peu près à ce 30 minutes dans le film. Ben, je pense que on aime moins ça parce que les personnages sont vraiment pathétiques. Les extérieurs, c'est vraiment sale puis ghetto ce qu'ils sont. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé la scène où ils font le braquage. Ouais, la scène de braquage était vraiment, vraiment bonne. C'est une des bonnes scènes de braquage qui était réaliste et comique à la fois. Parce que Ouais. le film a beaucoup d'aspects d'humour noir dans le film. Les deux s'en vont faire un braquage, se mettre des gants de vaisselle jaunes avec des bas de nylon beaucoup trop serrés d'en face. Là, ils ont le nez tout écrasé. Puis on voit tout leur face de toute façon. Ils ont juste l'air de deux innocents. Ah C'est ouais. ça, j'ai vraiment le shotgun coupé. Il est coupé tellement court qu'on voit les balles sortir du fusil. Il dit, si je tiens ça, il dit, N'importe je vais quoi. tuer tout le monde dans la pièce. Oui, il dit, je sors de là avec ma grenade dans la main. Non. Mais le début du film, ce que j'ai moins aimé, j'ai aimé le personnage de Scoot McNairy, Frankie. Mhm. Euh, Scoot McNairy, vous connaissez probablement pas son nom, mais vous l'avez sûrement déjà vu. Il jouait dans Batman contre Superman, c'était le gars en chaise roulante, là, que Lex Luthor se sert pour faire exploser le Capitole. Il jouait aussi dans True Detective saison 3. C'est un acteur que, quand j'ai commencé à le voir au cinéma, j'étais pas super fan de son travail. Pour être honnête, je le trouvais ordinaire à son meilleur. Mais plus ça va, plus je le découvre, plus je l'apprécie. Dans la saison 3 de True Detective, il était excellent. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il est quand même versatile comme acteur, parce que je l'ai toujours vu dans des rôles différents. Jamais je l'ai vu se faire typecast dans les films que moi j'ai vus. En tout cas, je sais qu'en début de carrière, il l'était un peu. Mais récemment, il a réussi à se diversifier, puis il fait de l'excellent travail. Mais j'ai trouvé particulièrement bon dans ce film-là. Ouais, il était vraiment crédible, surtout les scènes où il a peur. Là. Pour un personnage pathétique, il l'avait. Son personnage à lui puis l'autre gars avec qui ils vont faire le braquage, je trouve qu'ils sont Ouais, vraiment Russell. ouais, ils sont vraiment bien écrits parce que il dit oh, on va faire du cash, on va aller faire ça, mais tu vois qu'ils sont pris dans l'engrenage que c'est sûr que soit ils vont se faire tuer ou soit ils vont retourner en prison. Ah, il n'y a pas d'échappatoire pour eux autres. Là. Non, c'est ça. J'ai vraiment aimé le foreshadowing de leur mort quand ils font le braquage, ils partent en voiture. Comme qu'ils partent en voiture, il y a une chanson de Johnny Cash qui commence. Les paroles, c'est I saw a pale horse. Mais tu sais que le cheval pâle, c'est le cheval de la mort dans la Bible, dans l'Apocalypse. Oui. Puis là, j'ai fait ah, c'est sûr qu'il meurt. Juste avec les paroles de cette chanson-là, j'étais là, Ouais. c'est sûr Brad Pitt, il va leur faire la passe. Là. Non, définitivement, là, un des gros points forts du film, c'était le script. Là. Le scénario était vraiment solide. Là. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard dans le film. Ouais. Un de mes points faibles aussi, c'était le début. Là. Le personnage de Ben Mendelsohn, Russell, qui est l'acolyte de Frankie, je l'ai pas trouvé
je trouve qu'on a passé beaucoup de temps à établir ce personnage-là, surtout au début du film. Il était surtout là comme comic relief, là, avec ses chiens, là. Au début, on le voit, il promène plein de chiens. Il essaie de faire des pures races puis de les vendre. Là. Après ça, il raconte son histoire quand il est descendu en Floride pour aller vendre ses chiens pis tout. Le gars, c'est un junkie, il est pathétique, mais ils l'ont vraiment bien réussi. Sauf que je trouvais que ça amenait nulle part un peu son histoire à lui, parce que vraiment le gros de l'histoire, c'était son acolyte qui était Frankie. Lui, un arc beaucoup plus solide que ça. Ben Mendelsohn, Russell, il va même pas il se fait même pas tuer, lui, il se ramasse en prison. Mhm. Il se fait arrêter par la police quand il retourne chercher de l'argent qu'il avait caché. Ouais. On a passé beaucoup de temps à l'établir pour un payoff qui était vraiment pas là. Ouais, sauf que c'est lui il va se faire aller la gueule. Ouais, c'est lui qui jase, c'est lui qui C'est parle. lui qui va aller parler. Et au début, Squirrel, il voulait pas l'engager parce qu'il faisait pas confiance. Puis tu vois, il avait raison de pas y faire confiance. Clairement, il a été parlé, il a été se vanter de ce qu'il avait fait. Là. À pas la bonne personne, à Kenny qui travaille pour les employeurs de Brad Pitt. Ouais, exactement. J'ai aimé par contre, justement, qu'il établissait qu'il faisait pas confiance puis que c'est lui, justement, qui causait comme le fil en aiguille, c'était pas mal tout de sa faute, là. Fait que non, il aurait pas dû l'engager. J'ai aimé ta présentation, par exemple, dans le film. Il est dégueulasse. Il est Ah. tout le temps gras, il est tout le temps souvent, quelqu'un a l'air de puer, là. Ben, j'étais dans mon salon, je le sentais, là. Ah non, mais honnêtement, Ben Mendelsohn, là, faut que je laisse, là, il était comme en sueur tout le long, là. Dégueulasse. Je sais pas s'ils l'ont fait courir dans des sacs poubelles avant chaque scène, là, pour qu'il sue comme ça, là, mais... Ah non, mais il s'est vraiment donné pour le rôle. C'est tout à son honneur, là, parce qu'il était vraiment excellent. Ouais. Moi, un autre des points forts que j'avais, c'était la présentation visuelle. Je trouvais que c'est un film qui c'était vraiment original. Il y avait beaucoup d'utilisation de la bande son, justement avec soit les dialogues, toutes les choses politiques qui sont intercoupées avec les dialogues de nos personnages, mais aussi, tu sais, une scène justement où ils font de l'héroïne. Là. Tu vois qu'il arrête pas de phase out, puis l'autre il est là, hey, il claque des doigts, il tape des mains, là, hey, revient. Ouais. Puis il voit comme une lumière. Ouais, ça, j'ai aimé ça. Ça représentait les paupières qui se ferment, qui se rouvrent, puis qui se ferment. Tu voyais comme les styles avec la lumière passe au travers. C'était vraiment bien fait. Ouais, avec les faits sonores. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Aussi, dans la présentation visuelle, j'ai vraiment aimé toute la palette de couleurs. C'était gris, c'était sombre. Sauf qu'il n'y avait pas de filtre fatigant par-dessus. Tu sais, souvent, t'écoutes un film dans ce genre-là, c'est comme un espèce de filtre bleu pour faire comme si tout était dramatique. C'était juste sombre, mais ça venait vraiment de l'environnement où ce qui était. C'était pas forcé. Ouais, puis ils sont vraiment dans le ghetto aussi, avec les maisons abandonnées, les têtes placardées, les balcons détruits. T'as raison aussi quand tu dis le filtre bleu, là, souvent ces films-là, on dirait qu'ils essaient d'imiter un espèce de David Fincher là, avec son classique Fincher Blue. Mais là, on n'a pas eu ça du tout. Là. Le film était vraiment sa propre entité. Là. Il essayait pas de copier rien. Là. Non, puis l'image était vraiment claire. J'ai beaucoup aimé aussi la scène où ce que Ray Liotta, Marky Tratman, il se fait tuer. C'était au ralenti. Oui. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Ça se passe la nuit, mais tu vois ce qui se passe. Ouais. Non, c'est vrai. Mais moi, un de mes points faibles, par exemple, c'était peut-être le slow motion. Ils en ont mis un petit peu trop. La mort de Marky était bien faite, mais avant ça, quand il se fait battre... C'était pas nécessaire, non. Non, c'était pas nécessaire. L'editing aussi de cette scène-là, là, quand il se fait battre, je vais être honnête, j'ai trouvé médiocre l'editing de cette scène-là. Ouais, moi aussi. Il se fait frapper, il y a beaucoup trop de cotes. Ouais, c'est ça, je vais dire. Les sont pas bons. J'ai l'impression qu'ils ont pas réussi à avoir une chorégraphie qu'ils ont aimé, puis ils ont essayé de faire quelque chose avec ce qu'il y avait sans faire de reshoot. Ouais, non, mais. Donné, non, c'est vrai, effectivement. Moi aussi, je trouvais qu'il coupait trop dans cette scène-là. Tu vois clairement qu'il y a un coup de poing qui l'aide pas, là. Ouais. Mais j'ai pas aimé aussi la surviolence de cette scène-là. J'ai pas trouvé nécessaire. Au début, c'est correct, il mange une coupe de coups de poing, mais après ça, les gars, ils exagèrent. Puis je comprends ce que le réalisateur voulait faire. Quand la violence est exagérée, il augmente ses cotes. Ça fait un rythme un petit peu plus effréné, mais en même temps, ça amenait une cassure avec le reste du film. Puis j'ai pas vraiment compris pourquoi c'était nécessaire au film, cette scène-là. Surtout que la mort de Marky est traitée beaucoup plus sobrement avec comme tu parlais, avec le stop motion, les balles. On voit le fusil qui craigne. C'était fait avec plus de grâce. J'ai pas vu une nécessité à cette scène-là dans le film. Non. Honnêtement, là, on aurait juste pu l'apprendre hors scène.
Non, c'est La vrai. mafia avec qui ils discutent, il aurait pu en parler là. Ou il aurait pu juste Il en l'abréger parle un après, peu. il nous résume toute la scène, on pourrait la couper du film complètement, puis il n'y aurait aucune différence. C'est vrai, effectivement. Surtout quand on compare, mettons, justement, d'autres scènes dans le film, comme par exemple, quand il exécute quelqu'un d'autre, il donne 2 coups de fusil, puis c'est fini. C'est comme, il me semble que ça clash un peu. C'était le nom du film aussi, Killing Them Softly. Brad Pitt le dit dans le film, j'aime ça, les tuer de loin, puis pas m'approcher. Ça, c'est un aspect que j'ai adoré dans le film. L'humour noir, là, j'en parlais un peu tantôt, embarque là. Premièrement, l'aspect que j'ai le plus aimé dans le film, c'est Brad Pitt. Brad Pitt, c'est une de ses meilleures performances dans ce film-là. Il réussit à être super intimidant sans exagérer. C'est vrai, il est vraiment bon. Chaque scène qui est là, il commande l'écran. Ton attention est automatiquement alignée sur Brad Pitt. Même dans les scènes où il joue avec James Gandolfini. Ce que j'ai rarement vu, là, c'est qu'habituellement, quand James Gandolfini est à l'écran, il réussit à... Sa prestance écrase toutes les autres, là, mais cette fois-là, Brad Pitt était à son niveau, peut-être même un petit peu plus. Ouais, effectivement. Brad Pitt, le ton qu'il a, son personnage, il se prête bien à l'humour noir, justement. Il explique pourquoi il aime ça, tuer les gens d'une distance, il veut pas se rapprocher, mais il dit as-tu déjà tué quelqu'un? L'autre dit non. Puis il dit ça devient vraiment messy, là. Les gens pleurent, they beg for their life, ils veulent appeler leur mère, ils prient, ils se pissent pis ils chient dessus. C'est pas beau, c'est pas le fun. J'aime mieux les tuer à distance, là. I like to kill them softly. Ben non, mais c'est juste ce dialogue-là, c'était drôle, la façon que c'était présenté, mais en même temps, c'était honnête. Mm-hmm. Non, c'est vrai, mais tu sais, justement, sûrement les tueurs à gages, là, ils ont pas le goût, justement, que ça se passe de même. Tu sais, mettons, t'as le goût d'avoir une job clean pis facile. Là. Ouais. Ben, il ramène cet aspect-là dans la scène que j'ai pas aimé, là, de la bataille. Là. Les deux gars qui vont battre Ray Liotta, ils disent ah non, il va faire ça, il va rendre ça dur pour nous autres, ça nous tente pas. Là, il veut pas sortir de l'auto, puis l'autre il dit je te l'avais dit qu'elle allait nous compliquer la vie, là, ouais, Marky, sort de l'auto, là. Il dit rends pas ça pour compliquer nous autres, là, pour nous autres, ça nous tente pas plus que toi, là. Ah, non, Fait mais que, c'est ça. aussi, mais ça venait aussi chercher l'aspect corporatif qu'on parlait tantôt. Là, eux autres, c'est les low-level gangsters, donc c'est comme des employés de bas niveau dans une grosse compagnie, dans une multinationale, qui sont là, ça leur tente pas trop, mais ils ont pas bien quoi parce qu'ils ont une famille à faire vivre. Non, c'est ça. Puis c'est comme quand tu rentres justement dans une job pis t'es en bas de l'échelle, ben c'est toi qui te ramasses à faire les jobs poches que personne n'a le goût de faire. Exact. Je sais peut-être un petit peu ce que j'ai dit sur l'utilité de la scène, là on en parle, j'avoue un petit peu plus. C'est le parallèle entre le corporate America qu'on voit plus souvent dans le film aussi. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé la performance de James Gandolfini, mais son personnage, il me levait le cœur, là. Je sais pas pour toi, là. Ah ouais, mais moi, c'est ça que j'ai aimé. James Gandolfini, moi, j'étais un fan fini. Ah, il est dégueulasse. Il soit mort. C'est tellement un acteur incroyable. Je trouve ça drôle, là, qu'il dit comme oh, ma femme avait me quitté, je sais qu'elle était avec un autre, ça me fait de la peine, mais il arrête pas de coucher avec plein de prostituées. À quel point t'as un double standard? Tout le temps sous. En plus, il était introduit dans le film par Brad Pitt. Parce qu'il faut qu'il aille tuer Squirrel. Brad Pitt, il dit, ah, je peux pas, ce gars-là, il me connaît, il m'a déjà vu. Puis c'est là qu'il explique qu'il veut pas, parce que quand il va le voir, ben là, il sait ce qu'il fait dans la vie, puis là, ça va devenir Messi Field. Fait qu'il dit, j'ai besoin de Mickey pour venir faire le hit à ma place, parce que l'autre me connaît. Finalement, il faut que tu t'en débarrasses de Mickey. Là, on apprend que Mickey a des mandats d'arrêt à New York et en Floride, dans le Maryland. Donc là, Brad Pitt se dit, ah, je peux pas, il peut pas savoir que c'est moi qui l'a framé, parce que sinon, il va voir tout nous tuer et il va être chuté. Fait qu'il paye une prostituée pour te chicaner avec, puis s'engueuler, puis quand il va y avoir du tapage dans le motel dans lequel il est, le propriétaire du motel va appeler la police. Quand la police arrive, c'est lieux. Ah, lui, il a des mandats d'arrêt, puis il leur ship. Mais oui. Mais tu sais, justement, il a comme recommandé le gars, puis finalement, ça devient un fardeau, tu sais. Ah, exact. Moi, ce que ça m'a fait penser, justement, quand il introduit Mickey, il dit, gars, engage Mickey, il va faire la job, ça va bien aller. Là, Mickey, il arrive, puis il se rend compte que ça vaut tellement pas la peine. C'est comme quand tu réfères quelqu'un à ta job, puis finalement, ton ami, il te fait honte. Ouais, exact, c'est exactement ça. Sauf que c'est comme sur une autre échelle. Ouais, exact. Un aspect que j'ai aimé, mais que j'ai pas aimé aussi, c'est l'aspect politique dans le film. Il est vraiment présent, peut-être des fois un peu trop présent. On fait des parallèles. Le film se passe lors de la première élection de Barack Obama. C'est les derniers jours de la campagne. Et à chaque fois qu'il y a un personnage qui embarque dans un auto, c'est la radio qui joue, qu'on entend un speech, soit de président sortant George Bush qui endosse John McCain, soit Barack Obama, soit quelqu'un proche de la Maison-Blanche. Chaque télé, c'est toujours des discours politiques. Dans les autos, c'est toujours des discours politiques. Ils ont tout le temps un but dans le film. La scène se déroule qui explique un peu ce qui était dit dans le discours politique qui était soit dans l'auto, soit dans la télé.
C'est pour ça qu'il faut être attentif aussi au message. Mais des fois, c'était peut-être un peu too much. Qui nous amène à la finale, qui était pour moi la meilleure scène du film, pour toi aussi. C'est que ça, à la télévision, on voit Barack Obama qui fait son speech où il est introduit comme étant le nouveau président des États-Unis. Il remercie tout le monde. Le Brad Pitt arrive puis il dit bon, laisse-moi te deviner, là, il va dire on est un pays mais on ne fait qu'un parce qu'on est un peuple. Il dit de la bullshit ça, puis il s'en va aux toilettes compter son argent. Puis il sort de la toilette, il dit ouais, j'ai compté l'argent, puis il y a juste 30 000. Il y a le gars qui me paye, il dit ouais, ben c'est ça. C'est Dylan qui faisait la job avant, il lui demandait 10 000 juste par personne. Il dit ouais, ben moi c'est 15. Et t'allais payer Mickey 15 000 pour un, j'en ai fait 3. Fait que donne-moi 45 000, il manque 15 000. Le gars il dit non, mais tu sais, c'était pas le tarif de Dylan. Il dit ouais, mais moi je suis pas Dylan. Le gars il dit ok, mais là, il faut que tu comprennes, c'est une business, tu sais, nous autres, on t'habite à ce tarif-là. Dylan est mort ce matin, nous on l'a pas vu, Dylan, en fait, on le voit juste une fois dans le film. Il dit ouais, mais là, Dylan est mort. Le corporate, il dit ah, c'est dommage, je pense que tout le monde au bureau va être déçu d'apprendre ça. Il dit ouais, c'est sûr, surtout que les prix viennent de monter, parce que moi je demande 15 000. Pendant ce temps-là, Barack Obama il parle d'acceptance, de ne faire qu'un pays est uni puis qui est fort, puis c'est les États-Unis. Puis là, il dit à Brad Pitt, il dit, ouais, ça c'était pour tout ce qu'il vient de dire, le Brad Pitt. Non, comment ça c'était pour moi ce qu'il vient de dire? Ça n'a pas rapport. Il dit, les États-Unis, on n'est pas un pays, on n'est pas une nation, on se tient pas. Les États-Unis, c'est une business, so fucking pay me. Film fini. Payoff incroyable. Ah ouais, débile. Non, cette scène-là, ça valait vraiment la peine. Puis en même temps, il a pas tort. C'est vrai qu'il a pas tort. Les États-Unis, c'est chacun pour toi, c'est une business, so fucking pay me. Il a pas tort en même temps. Là, les États-Unis, le rêve américain, c'était quoi? C'est d'arriver aux États-Unis, faire succès, puis être riche. Le rêve américain. Ouais. Tu vas déménager aux États-Unis, là, puis là, tu vas devenir super riche. Mais, tu sais. Ouais, tu quoi? Si tu veux, tu peux lire aussi. Si tu veux, tu peux lire aussi The Great Gatsby, puis tu vas te rendre compte que même si t'es riche, tu vas mourir de seul. Oui, aussi. Mais c'est ce que j'ai aimé. Le personnage de Brad Pitt, c'est qu'il est ultra cynique tout le long. À la fin, il y a le dernier mot, puis on voit, il a raison d'être cynique là, dans le monde dans lequel il vit. Il vient d'aller tuer 3 personnes, 45 000, puis ça a pas l'air de l'avoir dérangé. Non, c'est ça, surtout une industrie comme ça. Ouais, exact. J'ai bien aimé ça. Puis, tu sais, surtout aussi le parallèle, justement, avec la politique, ça venait aussi rejoindre les personnages, justement, qui sont plus ghetto. On est tous unis, on est tous pareils, mais, tu sais, les autres gars, ils feraient tout juste pour une coupe de piastres, là. Tu sais, le gars, il dit, j'aimerais juste avoir un auto. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça aussi, c'est le rapport entre la mafia, ces criminels-là, le rapport établi entre une compagnie multinationale connue, t'as les employés de bon niveau qui ont pas une scène, puis les gars qui est pas capable d'avoir un auto. Après ça, t'as les gars un petit peu plus haut niveau, puis t'as la branche corporative qui est la personne qui engage Brad Pitt pour aller faire les hits, pour aller tuer 3 personnes. Puis t'as Brad Pitt qui c'est un petit peu un outsider, tu sais, c'est un contracteur dans le fond, c'est un contractuel engagé par la compagnie. Mais la compagnie est gérée par lui quasiment, là, parce qu'ils n'ont pas le choix de se fier à ce que lui dit, ce que lui rapporte, puis il gère le narratif de ce qui se passe dans la rue. C'est vrai. Donc c'est vraiment, c'est un film qui a beaucoup de niveaux, là. Il gagne à être écouté. Là. Oui, j'ai hâte de le revoir justement pour plus justement l'analyser en détail. Ah, moi aussi, après une troisième écoute, je comprenais presque tous les niveaux. Là. Pour moi, le point faible qui change pas à chaque fois que je l'écoute, c'est vraiment le début du film. Parce qu'on dirait qu'on s'en va vraiment vers autre chose. Puis finalement, quand le personnage de Brad Pitt arrive, c'est là que le vrai film commence. Est-ce que tu avais d'autres choses à amener à la discussion de Kingdom Softly? Non, c'est pas mal ça. Pour l'instant, j'ai mis un 7 sur 10, mais honnêtement, je pense que c'est une note qui peut juste monter avec des réécoutes. Ouais, je veux dire, comme toi, au début, j'étais pas à 7 sur 10 sur le film. Mais plus je le réécoute, plus je l'apprécie. Là, je suis rendu à peu près à 8 sur 10, je te dirais. Là. Avec la pochette du film, le nom du film, on s'attendrait à plus d'action que ça, mais c'est vraiment pas un film d'action. C'est un film d'ambiance. Si on te laisse embarquer dans l'ambiance, dans le monde du film, c'est que là l'expérience prend tout son sens. C'est là qu'on peut apprécier vraiment plus le film. J'ai vraiment aimé ça, mais justement, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur. Je pense qu'il va falloir que je le réécoute pour vraiment donner une note finale. Donc, ça conclut la discussion sur Killing Them Softly. Pour conclure le podcast, je vais y aller avec quelques petites recommandations de séries. J'en aurais 2 à vous conseiller. Une sur Netflix, Mr. Iglesias, qui est une comédie
par le comédien Gabriel Iglesias, plus connu sous le nom de Fluffy, qui est un stand-up comique américain qui est quand même d'envergure, là, il est très reconnu aux États-Unis. Je le connaissais pas, j'ai vu la série sur Netflix, je me suis dit que ça avait l'air goofy un peu, je l'ai écouté puis j'ai adoré l'émission, c'est vraiment drôle. La série elle a un bon, c'est de la bonne humour, là. Il y a rien de trashy, il y a rien d'épouvantable, mais c'est sobre, mais c'est drôle. La présentation est bonne, les acteurs sont bons, les personnages sont attachants, puis Fluffy, il est vraiment très attachant aussi. Donc, je vais vous recommander ça. Karine, est-ce que tu avais une série ou un film à recommander? Non. Ok, j'avais une deuxième suggestion dans ce cas-là. Sur Amazon Prime Video, la série Modern Love, qui est une série de 8 épisodes. Chaque épisode est indépendant. C'est une série qui est inspirée d'essais qui ont été écrits par des gens au New York Times sur un peu leur histoire d'amour, en fait, sur leur parcours en amour. Puis il y a une série qui est là-dessus. Donc je vous le conseille. Les 2 premiers épisodes sont peut-être un petit peu touchy-feely, là, ils sont feel good, mais il y a des épisodes qui abordent des thèmes plus sombres un peu, là, comme la bipolarité, un épisode avec Anna Hathaway, qui est excellent. Puis aussi, mon épisode préféré, c'est probablement le dernier, là, avec 2 personnes âgées, là, puis l'amour au 3e âge, dans le fond, ils sont capables de rencontrer quelqu'un quand nos partenaires sont plus là ou décédés. C'est une bonne série, ça s'écoute bien, des épisodes de entre 50 minutes et 1 heure, là, 8 épisodes. Donc, je vous le recommande. Tu disais que c'était touchy-feely, c'est aussi pire que des Us? Ça m'a fait penser un peu à This Is Us. Et des fois, il essaie de tirer des larmes, là, beaucoup. Là. Hey, moi, je suis pas capable, je peux pas écouter ça. Si je suis en train de bailler, c'est agrément. Je veux jamais finir la saison 1. Moi, j'ai fini la saison 1 de This Is Us. J'ai pas écouté les autres encore, là. Trop Les séries, la manipulateur. façon que j'aime écouter les séries, c'est j'aime attendre de voir s'ils vont finir leur course comme il faut, là. Ils vont pas être cancellés ou rushés à terminer. Ouais, Quand je sais qu'une série est complète, là, je vais l'écouter, je vais m'investir, parce que je me suis déjà investi dans des séries comme exemple Flash Forward, là, qui avait duré une seule saison de 22 épisodes. T'as fini sur un cliffhanger, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, puis tellement ça a été cancellé. ouais, Firefly. Firefly, même chose, puis Ouais, ou ce qui est décevant, c'est les séries qui commencent vraiment fort, puis un moment donné, ça fait juste. Ils savent plus quoi faire, puis ils tournent en rond. Là. Je sais pas si t'as déjà écouté The Hundreds. non, ça m'a Ok. jamais attiré. C'est une série sur CW. Dans le fond, on vit ça dans l'espace à cause qu'il y a une guerre nucléaire, puis la Terre est plus habitable. Puis là, ça se passe comme une centaine d'années dans le futur. Ils vont manquer d'oxygène sur la base où ils sont, fait qu'il faut qu'ils retournent sur la Terre. Fait que pour savoir si c'est vivable ou pas, ils envoient une centaine de jeunes. Les 2 premières saisons étaient vraiment solides. Honnêtement, là, c'est surprenant, il y a du mystère, les personnages sont intéressants. Mais quand t'arrives à saison 3, la qualité, elle drop, là. Okay. Puis, tu sais, ce qui est vraiment bon aussi dans cette série-là, c'est que il arrive de quoi, puis c'est comme super dramatique. Là, tu dis, ben non, ça va pas arriver, il y a quelqu'un qui va arriver, il y a quelqu'un qui va y sauver, mais non, tout le monde meurt. Tu sais, c'est vraiment surprenant. Je pense que le 2e épisode, il y a un personnage que tu te dis, ça, c'est un personnage principal, il se fait tuer et t'es là, quoi? Fait que, tu sais, ça te sort un peu de tes bottines, mais on dirait qu'après la saison 3, ils ont tout oublié ça, là. Ça arrive à beaucoup de séries, là. Je pense à Heroes notamment. Mm-hmm. Il y avait une bonne saison, la 2 c'était coup-ci, coup-ça, puis après ça c'était parti shit diable. Ils ont essayé de le rebooter il y a quelques années. C'est Ça n'a pas terrible. fonctionné non plus. Ouais. C'est terrible. Il y a un bon concept de départ, mais on dirait que la série est créée avec justement le concept, mais pas la finale en tête. Genre un bon début. Ah, exact, Lost. Je m'en allais là justement, Lost. Lost, c'est la meilleure série télé qui porte. En fait, pas la meilleure série télé, c'est la télé qui porte le mieux son nom que j'ai jamais vu. Ouais, c'est ça. Lost, là, c'est les scénaristes. C'est pas le monde du livre, c'est les scénaristes. Personne ne sait où ça s'en va. Les Anglais ont une excellente expression pour ça et throw shit on the wall and see what sticks. Ouais. Ils ont vraiment tiré un gros filet puis ils se sont pris les pieds dedans. Là. Non, exact. Ils ont eu un mot du bon concept, ça a accroché, ça a été un succès planétaire. Après ça, ils se sont regardés, ils se sont dit ah ben là, c'est parce qu'on n'a pas pensé à ce qui va se passer après. Là. Ben dépêchez-vous parce qu'on veut 3 autres saisons, ça marche trop bien. Puis c'est même on chose. Se avec n'importe quoi du début à la fin. Mais même chose pour Dexter, tu sais, honnêtement, c'est une série que toi et moi, on a vraiment appréciée. Et après 5 saisons, là, ça va sur le déclin. 4 saisons, la saison 5 est ordinaire. Moi, honnêtement, la saison 5, je l'ai pas détestée. La 6 est épouvantable. La 6, c'est la pire. La 6, c'est la pire. Avec les meurtres religieux, là. Ah. Avec Colin Hanks. Colin Hanks. Oh mon dieu, c'est épouvantable. Le début de la saison 8 était bonne.
Puis après ça, ça s'en va tout dans le drain. Puis la finale, je veux même pas en parler, je vais me choquer. Ouais, non, c'est ça, moi non plus. Parlant de Colin Hanks, je vais faire un parallèle qui est vraiment étrange, mais c'est une recommandation sur HBO, Band of Brothers. As-tu déjà... J'ai jamais vu Band of Brothers, mais tout le monde m'en parle. Oh my god. Maxime, je pense que je l'ai vu 12-13 fois, là. C'est 10 épisodes. 10 épisodes sur la Deuxième Guerre mondiale. Au début, t'as les vrais gars qui sont là dans l'histoire, qu'ils parlent. Puis après, ça l'embarque, c'est cinématographique, c'est comme un film. Honnêtement, pour une série qui est sortie en 2001, là, ça a quasiment 20 ans, là, ça a tellement bien vieilli. Il y a quelques effets spéciaux, je te dirais surtout dans le premier épisode, qui sont un petit peu... qui laissent à désirer, mais l'histoire est fascinante. Puis c'est incroyable de voir que ces gars-là, ils ont vécu ça pendant le D-Day, là, en Normandie. Eux autres, ils font parachuter en Normandie derrière les lignes. Après, ils vont aller en Belgique, en Autriche et en Hollande. Ils font le tour de l'Europe. Écoute, c'est extraordinaire. Puis il y a un épisode où il y a Colin Hanks dedans. C'est le seul parallèle qu'il y a. Puis un des producteurs, c'est Tom Hanks. Là. Sérieusement, là, il faut que tu vois ça. Là. C'est un chef-d'œuvre. Ok. Ah, 10 sur 10. Ça. Ah ouais, écoute-le, ça vaut vraiment la peine. Parfait, donc ça va conclure l'épisode de cette semaine. Karine, avant de partir, je vais te laisser nous donner tes recommandations à écouter la semaine prochaine et les plateformes sur lesquelles ils sont disponibles. Oui, parfait. Donc, ma première recommandation pour le film plus récent, c'est Peanut Butter Falcon avec Shia LaBeouf. C'est disponible présentement sur Crave. La deuxième recommandation que j'ai, c'est sur Netflix. Il y a un Netflix Original qui est sorti en 2017. Ça s'appelle The Babysitter. C'est une comédie d'horreur. Parfait. Bon, ben sur ça, on va terminer le podcast avec une légendaire quote de Shia LaBeouf. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre podcast, just do it! Do it! Do it! Bonne fin de semaine. Merci, bye.